Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner des voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler, Silver, ensemble du sport aux États-Unis et de la manière de pouvoir y assister lors d'un périple aux États-Unis. Exactement, on va essayer de couvrir un petit peu les différents sports et les spécificités du sport américain et puis essayer de voir comment utiliser ça pour enrichir vos prochains voyages. Ok, alors mais quelle est la place du sport aux États-Unis Alors, les États-Unis, c'est vraiment un pays où le sport a une place très très importante. Alors, elle a une place très importante dès l'école. Notre fille qui a passé un an aux États-Unis dans un lycée américain s'en est tout de suite rendu compte lorsqu'elle est arrivée. Effectivement, même avant le lycée, hein, dès le collège, les clubs sportifs et la participation à un sport de compétition à assez haut niveau, c'est une part importante de la vie scolaire américaine. Elle est fortement encouragée et en fait, on peut dire aussi que les enfants se spécialisent quand même assez tôt dans un sport. Et du coup, ils arrivent, pour revenir à notre fille, au lycée à un niveau qui est assez élevé. Et du coup, on ne commence pas un nouveau sport au lycée, par exemple. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à notre pratique de l'EPS, l'éducation physique et sportive, à l'école, au collège et au lycée, là, on va avoir vraiment, on choisit un sport, on s'y met, et puis du coup, on va le faire comme pour nous en club, sauf que là, c'est dans l'environnement scolaire, avec des équipes de lycée qui participent déjà à des championnats très, très disputés, et avec tout ça étant conçu en ligne de mire pour alimenter le sport universitaire, puisque du coup c'est la deuxième spécificité du sport aux États-Unis, c'est qu'il y a un maillage du sport universitaire et une importance du sport universitaire qui est très très impressionnant. Le sport étant pour un grand nombre de personnes, douées évidemment, hein, un des moyens de payer, enfin de faire payer leurs études supérieures, puisque donc les études supérieures sont chères aux États-Unis, sont payantes pour la plupart. Grâce à une bourse sportive, c'est Exactement. Là, en fait, les plus grandes universités veulent avoir les meilleures équipes. Pour avoir les meilleures équipes, il faut qu'ils fassent venir les meilleurs joueurs. Et du coup, la façon d'obtenir ces meilleurs joueurs, c'est de leur proposer des bourses et de prendre en charge toute leur scolarité intégralement, ce qui peut représenter des sommes très très importantes. Tout ça pour pouvoir briller dans les championnats universitaires, dans toutes les différentes disciplines du sport pratiqué aux États-Unis. Et pour tout dire, en fait, on parle effectivement du sport, mais elle a une certaine connotation aux États-Unis, enfin une ampleur plutôt, qu'on n'a pas forcément en France, qui est le sport-spectacle. Alors voilà, après effectivement, cette pratique du sport très importante pendant le temps scolaire et universitaire, ça va avoir pour conséquence d'alimenter un autre réseau sportif qui est effectivement le réseau du sport professionnel et qui là pour le coup est un sport c'est ce qu'on appelle aux États-Unis les spectator sports, les sports conçus pour les spectateurs, donc comme un spectacle. Et effectivement, quand on a assisté à un ou plusieurs événements sportifs américains, on voit tout de suite que c'est pas du tout comme chez nous et que c'est un business, quoi. C'est un business de spectacle. Ça fait partie. Il y a les concerts, il y a la musique, il y a le cinéma et il y a le sport. Ouais. Et notamment cette année, on avait emmené ma mère et ma tante, qui sont des seniors donc, pour leur faire découvrir les États-Unis. Et lors de notre passage par New York, on les a emmenés voir un match de NBA. De basket NBA, Ouais. sport qu'elles ne connaissent absolument pas. Ouais. Elles n'avaient jamais vu un match de basket de leur vie. Elles étaient au début plutôt dubitatives sur le programme. Elles se demandaient pourquoi on les emmenait voir un match de basket. Mais très vite, elles ont adoré.
Oui, parce que effectivement, tous ces événements sportifs sont conçus pour garder l'attention du spectateur au maximum, avec des choses avant, pendant, après, pour animer en fait le spectacle. Et c'est vraiment très très sympa. Animation sur le plateau, enfin sur la Sur le terrain. piste, sur le terrain, et aussi dans les gradins, Mm. et tout au long de l'événement. Ouais. Alors, du coup, pour animer ce sport-spectacle, pour gérer tout ça, il y a des ligues professionnelles qui sont en fait des entreprises privées qui vont gérer d'autres entreprises privées qui sont les équipes. Donc les équipes sont pas des équipes municipales ou autres, c'est des sociétés privées qui sont financées par des fonds privés. Et du coup, on arrive à une bizarrerie quand même, justement, avec cette gestion privée, avec les villes, avec des équipes qui n'appartiennent pas à une ville. Alors mais exactement, société. c'est vrai que nous on va avoir voilà, en gros le Paris Saint-Germain, il est à Paris, il peut pas être autre part qu'à Paris. L'Olympique de Marseille est à Marseille, il ne peut pas être autre part qu'à Marseille. Et bien aux États-Unis c'est pas le cas. Les équipes sont des sociétés privées, elles sont dans une ville, mais elles peuvent parfaitement changer de ville. Ça arrive très régulièrement. Et du coup, telle équipe passe d'une ville à l'autre en fonction du contrat qu'ils vont avoir pour obtenir un stade, pour que la municipalité leur laisse le maximum de moyens pour pouvoir animer le sport dans la ville. Et donc, du coup, c'est assez étonnant. Mais au fil des ans, certaines équipes sont très ancrées. Hein, je ne sais pas, moi, les Chicago Bulls sont à Chicago depuis toujours, mais qui sait, un jour, pourrait partir ailleurs. D'accord. Euh, Alors maintenant, pour revenir justement à ces sports professionnels, alors, justement, dans ces sports professionnels, une autre spécificité, c'est que le championnat est conçu par la ligue qui dirige chaque championnat de manière à ce que le championnat soit le plus intéressant possible chaque année. Et pour faire ça, ils ont tout un ensemble de règles qui nous sembleraient complètement folles vu de notre côté de l'Atlantique, qui vont essayer de maintenir un équilibre des niveaux des équipes et essayer d'éviter au maximum qu'une équipe se mette à dominer le championnat de nombreuses années d'affilée. Et pour faire ça, ils ont plein de règles différentes, mais la règle la plus étonnante et intéressante, c'est le système des drafts. On entend souvent parler quand on arrive en fin de saison sportive aux États-Unis, à la fin du printemps, arrive la draft NBA, la draft en NHL, etc. Alors qu'est-ce que c'est la draft? C'est le moment où on va aller recruter les meilleurs éléments du sport universitaire qui vont passer pro dans les ligues professionnelles. Donc il y a un certain nombre de personnes qui sont identifiées et qui vont devenir les nouveaux draftees, donc les personnes qui vont être récupérées par les équipes professionnelles pour combler forcément les départs des joueurs qui partent en retraite. Mais la façon dont ces joueurs vont être assignés aux équipes est assez étonnante. En réalité, c'est la plus mauvaise équipe du championnat qui choisit en premier. Et donc qui va prendre les meilleurs joueurs. Ce qui va lui permettre deux choses. Soit d'enrichir son équipe d'une future star en prenant le meilleur ou parmi les tout meilleurs des joueurs universitaires qui seront promis à devenir des grandes stars du sport professionnel et donc essayer de booster la capacité de leur équipe. elles en choisissent combien? Alors ça dépend, il y a tout un système en fonction du nombre. Et puis ça dépend aussi des sports, hein, parce qu'au football américain, il n'y a pas le même nombre de personnes par équipe qu'au basket. Et donc ils vont choisir leurs joueurs en premier, donc soit pour les garder et booster leurs équipes, soit pour les revendre immédiatement et du coup booster leurs finances qui leur permettra peut-être d'améliorer plus intelligemment leur équipe en achetant un autre joueur plus confirmé professionnel en ayant revendu instantanément tel ou tel joueur. Donc c'est vraiment un système où la ligue est là pour essayer de faire en sorte que chaque début de saison on ne sache pas très bien qui va pouvoir gagner, que
que les possibilités soient le plus ouvertes possible pour que le championnat soit intéressant. Si un championnat est dominé par quelques équipes, c'est moins intéressant, c'est moins vivant. Donc on organise ça de manière presque artificielle et ça fait vraiment partie de la logique du sport spectacle américain. On peut dire aussi qu'on a vraiment beaucoup de chance aux États-Unis parce qu'il y a multiples sports qui sont joués de manière professionnelle auxquels on peut assister lorsqu'on y va. Oui, c'est vrai que les possibilités sont assez énormes. On va en voir de nombreuses, à la fois dans le sport professionnel avec les principales ligues, dans le sport universitaire, mais on va aussi voir qu'il y a d'autres types de sports beaucoup plus étranges et que si on sait où chercher, on peut assister à plein de choses vraiment très 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 sympas. Pour les sports les plus emblématiques professionnels, on a... Alors, les grands sports américains et typiquement américains, c'est le football, le basket, le hockey et le baseball. C'est vraiment les 4 grands sports pro. Alors, quand on dit football, on parle de football américain, bien alors, sûr. évidemment, Voilà. tu Ouais. tu fais bien de le dire. Oui, quand je parle de football pour les Américains, le football que nous pratiquons, c'est du soccer. Et le football, il n'y a pas de football américain, il n'y a qu'un seul type de football. C'est ce que nous, on appelle le football américain. Et c'est effectivement le plus regardé et parmi les plus emblématiques des sports spectacles américains. Il est en train progressivement de baisser un peu et de se faire rattraper par le basket. Enfin, ça reste le gros sport populaire qui rassemble le plus grand nombre de spectateurs devant leur télévision. Donc, en fait, on a différents sports. Moi, j'avoue que, en France, nous ne sommes pas forcément, nous, une famille qui regardons tous les matchs sportifs à la télé. Par contre, c'est vrai qu'on aime bien sur place y assister, notamment pour l'ambiance, mais aussi parce que chaque sport a des règles différentes et vraiment propose une expérience différente. C'est vrai que ça n'a rien à voir et du coup, c'est pas parce que vous avez fait une fois un match de NBA que essayez un match de hockey, essayez un match de football, essayez un match de baseball. Si vous faites plusieurs voyages aux États-Unis, essayez des sports différents parce que franchement, c'est très différent et c'est très très sympa à chaque fois. Ouais, le petit conseil quand même, c'est de regarder les règles à l'avance pour mieux comprendre sur place et pouvoir les expliquer à vos enfants. Oui, également. surtout pour les sports qu'on ne connaît pas du tout, hein, parce que bon, effectivement, même si on ne connaît pas toutes les subtilités du basket ou du hockey, on comprend bien qu'il y a deux Ouais. équipes face à face qui doivent tirer vers un but de l'autre côté et marquer des points. Ça, jusque-là, ça va. Mais c'est vrai, quand on rentre dans le football américain, c'est déjà un peu plus technique et un peu plus étrange, même si ça se rapproche un peu de la logique du rugby avec pas mal de différences. Et quand on arrive sur le baseball, là, les règles sont assez ésotériques et étranges. Et si on les a pas regardées au moins les principales avant le match, c'est vrai qu'on est un peu perdu et on profite pas, ce qui est dommage parce que chacun de ces sports, y compris le baseball, est vraiment très sympa. Donc on va les lister un petit peu pour voir leurs spécificités. Oui, alors je te propose de commencer par le football américain. Oui, le football américain donc, est géré par la ligue qui s'appelle la NFL, National Football League, qui est la ligue professionnelle de football américain. Il y a, alors, comme dans tous les autres sports professionnels, les ligues sont organisées en conférences, c'est-à-dire en plusieurs divisions géographiques. Généralement, il y a 2 conférences, ou des fois il y en a plus, ça dépend des types de sports. Donc souvent, quand il y a 2 conférences, c'est Est et Ouest. En gros, on découpe le pays en 2, et en fait, c'est comme s'il y avait 2 championnats, ou 3 ou 4 championnats quand il y a plus de conférences. Et à la fin de la saison régulière, eh bien les meilleures équipes de chaque conférence vont se rencontrer en phase finale et le vainqueur de chacune des conférences rencontrera le vainqueur de l'autre conférence dans la finale des finales. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'il y a certaines équipes qui ne peuvent se rencontrer qu'en phase finale. Elles ne se rencontrent jamais en saison régulière et du coup ces phases finales sont d'autant plus intéressantes qu'on y assiste à des matchs qu'on n'a pas l'habitude de voir tout au long de l'année. Alors dans le cadre du football américain, pour revenir, la saison, c'est une saison qui est assez courte, ça dure 18 semaines, ça démarre
début septembre, enfin en septembre, et ça se termine début janvier. Donc c'est vraiment une saison automnale, tout début de l'hiver. Et début janvier, on a les playoffs pendant le mois de janvier et qui culmine avec la grande finale entre les gagnants des deux grandes conférences qui est en début février, le Super Bowl. Du coup, si on n'est pas à cette période-là aux États-Unis, c'est plutôt difficile de voir des matchs de foot américains. Effectivement, on peut en voir du coup si on est à la Toussaint. Regardez bien, si vous partez à la Toussaint à New York ou dans des villes comme ça, vous avez des chances d'avoir des matchs de foot américains. Notamment à New York, il y a 2 équipes de foot américain. Et puis, si vous y êtes pendant les vacances de Noël, là, il y a vraiment des matchs. Alors, en revanche, c'est des matchs souvent très chers. On est sur la fin de la saison. C'est des matchs où les Américains sont en vacances aussi. Donc, c'est la semaine de Noël, il y a toujours des matchs. Mais c'est vrai que les prix sont très élevés. Mais du coup, ôte-moi d'un doute, on n'en avait pas vu un pendant l'été en Floride? Alors, oui, si vous êtes à la toute fin de l'été, grosso modo les toutes dernières semaines d'août, il y a ce qu'on appelle la pré-saison de football américain, c'est-à-dire que chaque équipe va faire 1, 2 ou 3 matchs de pré-saison qui sont des matchs amicaux pour se remettre en jambes avant le début de la saison régulière. Et donc, il n'est pas impossible, si vous êtes dans les toutes dernières semaines d'août, de croiser un match de foot américain de pré-saison. Et ça, c'est une opportunité à saisir. Comme tu l'as dit, c'est la seule fois où on a réussi à avoir pour notre part un match de foot américain, c'était dans le cadre d'une pré-saison. Par contre, parfois, on peut les voir quand même s'entraîner. On peut voir les équipes s'entraîner de temps en temps. Alors effectivement, en été, il y a la remise en... ils se remettent, ils font leur stage d'été pour se remettre en condition avant le début de saison. Et certaines de ces équipes font ça en public. Je crois qu'il y a Phoenix, Arizona, on avait vu Tampa également. Je pense qu'ils ouvrent aussi au public. Voilà, donc on peut assister aux entraînements, c'est pas inintéressant et ça peut être une occasion intéressante de voir un petit peu ça. Ah oui, mais alors tu as parlé effectivement du championnat, mais c'est un championnat qui se termine en apothéose, non? Donc qui se termine effectivement début février par le plus gros match de l'année de sport aux États-Unis qui est le Super Bowl. Et qui est qui est hébergé dans un stade qui est différent chaque année. Là pour le coup, même si vous étiez à l'endroit qu'il faut, aux dates qu'il faut, voilà, sachez que la place la moins chère dans un stade pour le Super Bowl, c'est 1 500 $ la place tout en haut. La place moyenne, elle est à 3, 4, 5 000 $ la place. Et je ne vous parle pas des places tout en bas. Donc, c'est vraiment totalement inabordable. Et c'est des stades de 80 000 personnes. Alors que pour les autres matchs, moi, j'ai le souvenir qu'on payait plutôt entre 20 et 30 $ la place, non? Pour du football américain? Oui, non, le football... Ah oui, mais c'était un match de pré-saison. Ah oui. Voilà. En pré-saison, on peut avoir ces genres de prix, mais en saison régulière, il faut plus s'attendre à être entre 80 et 150 $ la place. Oui, effectivement, c'est plus cher. Donc ça, c'est pour le football américain. Maintenant, le second sport. Alors, le second, on va mettre celui qui le talonne maintenant, qui a de plus en plus le vent en poupe, qui est du coup le basket professionnel, la NBA, National Basket Association. Donc là encore, on est sur une saison qui démarre à l'automne. La saison régulière, elle commence en octobre, en gros, et elle va se conduire pendant tout l'automne et tout l'hiver jusqu'au début du printemps, jusque vers le 10-15 avril. On a les derniers matchs de saison régulière. Puis vont démarrer les phases finales dans les conférences, c'est les playoffs, qui vont être grosso modo sur la fin avril et mai. Et enfin, la phase vraiment finale, la NBA Finals, c'est un ensemble de matchs qui vont avoir lieu début juin. C'est une spécificité du basket, à la différence du football américain, c'est que dans les phases finales, les équipes ne vont pas faire un seul match, ça va être au meilleur des X matchs, donc il y a plusieurs matchs. Du coup, ça fait plus d'occasions de voir jouer les équipes. Ceci dit, les prix lors des playoffs sont élevés et les prix lors des finals sont délirants. Donc ça reste quand même très très difficile à voir. Mais en début de saison, quand on est sur les matchs à la Toussaint,
ou quand on est début avril ou en février. La dernière fois, début avril, c'était $80 la place. Hein. $80, c'est pas À très New York, cher hein, à au New York. Madison Square Alors en fait, Garden, hein. ça dépend des équipes. Hein. À New York, on a une très très grosse ville, le stade est plein en permanence, donc évidemment les prix sont plus élevés. Il y a d'autres villes avec des équipes moins cotées où on a des prix plus intéressants, c'est vrai. Alors, là, tu nous as parlé de la saison de la NBA, effectivement. La NBA, donc, c'est le basketball professionnel masculin, mais on a aussi le basketball féminin Alors, professionnel. effectivement, il y a une ligue de basket féminin qui a démarré il y a quelques années, qui est la WNBA, la Women National Basketball Association. Et donc, on a un championnat avec moins d'équipes, mais un certain nombre d'équipes néanmoins, qui a le gros avantage de jouer à rebours de la saison de NBA, c'est-à-dire que la WNBA, elle commence en avril-mai. Et elle va aller jusqu'au début de l'automne. Et du coup, ça veut dire qu'ils jouent pendant l'été. Et du coup, quand en été, on ne peut pas assister à des matchs de NBA, eh bien, on a certaines opportunités d'assister à des matchs de WNBA. Et très honnêtement, c'est très très sympa. Ouais. Il reste, l'ambiance est la même que au NBA. Donc, on a une excellente ambiance. On a une qualité de match qui est vraiment intéressante aussi. Et vraiment, c'est une excellente expérience. Ouais, le niveau de basket est vraiment très très bon. Ce sont des vrais athlètes qui jouent très bien parce qu'il y a un basket universitaire féminin de très bon niveau aux États-Unis. Du coup, ils ont de quoi recruter des athlètes. Elles sont impressionnantes physiquement parce qu'elles sont hyper grandes et très très musclées. Et du coup, c'est du très bon basket. C'est beaucoup moins cher que la NBA au niveau des prix des places. Ça se joue la plupart du temps dans les mêmes stadiums géants, donc l'ambiance est assez sympa, même s'il y a un peu évidemment moins de monde. Et puis il y a toutes les animations, tout le truc. Non, c'est vraiment une bonne opportunité. On vous encourage à le faire. On a dû voir 5 ou 6 matchs de WNBA depuis toutes ces années, contre 3-4 de NBA. Et franchement, on apprécie les deux. On n'a jamais été déçus. On n'a jamais été déçus, exactement. Alors, un autre sport qu'on a vu, mais qu'une seule fois, en plus de 20 ans de voyage aux États-Unis, mais par contre, quelle expérience, hein. Et je parle du hockey sur glace. Exactement. Alors, le hockey sur glace, c'est géré par la NHL, la National Hockey League, la Ligue nationale de hockey. Pour le coup, la saison, tout est très calqué sur la NBA. Donc, on a une saison régulière qui commence en octobre, qui se termine en avril. On a les playoffs entre fin avril et mai. Et on a les phases finales début juin. Les phases finales qui sont la Stanley Cup, qui est la mythique coupe que remportera la meilleure équipe. Sachant que le championnat a aussi des équipes du Canada. Qui font partie, donc c'est un championnat nord-américain en réalité, et en termes d'ambiance et de jeu, c'est vrai que c'est assez étonnant. Bah, moi, je dirais que on dirait plus du rugby sur patin à glace. Non, vraiment. Il y a un côté physique, ça c'est clair, il y a un côté indéniablement physique. Et les coups sont tolérés, on va dire, hein, parce qu'il n'y a pas de sanctions très fortes et les gens attendent les bagarres. Comme ils ont énormément de protection, c'est des bagarres avec rarement beaucoup de conséquences. Mais voilà, il y a un engagement physique sur le terrain. L'ambiance est extrêmement forte, avec un public mais familial. J'étais vraiment surprise. Et vraiment, tous les supporters ont leur maillot. Ouais, J'ai jamais vu un match où il y avait autant de supporters avec un maillot. Et donc le jour où on est allé en voir, le lendemain, hein, on est allé dans la boutique pour voir si on pouvait éventuellement acheter un maillot également. Hein, Silver? Ouais. On n'a pas été déçus. Un maillot de sport aux États-Unis, c'est de $150 à peu près par personne. Donc là, effectivement, on a été dans un stade de 12 000 personnes. Il devait y avoir 10 000 personnes avec un maillot. On peut rapidement faire le compte des produits dérivés et c'est assez impressionnant. Donc oui, c'est vraiment un sport spectacle et très très impressionnant
Par contre, les billets sont pas donnés non plus. Ouais, ça reste cher. C'est à peu près calqué sur la NBA. On est sur les meilleures équipes. On reste sur des choses assez chères. Après, il y a des équipes moins cotées aussi également. Donc, regardez dans les villes où vous êtes. Mais si vous êtes sur ces saisons-là aux États-Unis, si vous avez l'occasion de faire un match de hockey, même si vous connaissez rien au hockey, franchement, allez-y. Ouais. On va parler d'un autre sport qu'on connaît un peu mieux de ce côté de l'Atlantique. C'est vrai que nous, on est un petit peu moins, on le propose moins aux États-Unis pour nos clients, mais bon, il existe et il monte de plus en plus. Alors, effectivement, il y a 15 ou 20 ans, on n'aurait pas parlé dans ce podcast sur le sport du soccer, donc du football traditionnel, comme on le connaît de notre côté de l'Atlantique. Mais effectivement, c'est quand même un sport qui se développe de plus en plus aux États-Unis. Il y a un championnat qui est géré par la MLS et du coup... Major League Soccer, avec une saison régulière qui est de février à octobre. Donc il y a des matchs un peu toute l'année, sauf au cœur de l'hiver. Les playoffs, donc les phases finales sont d'octobre à novembre, et avec la MLS Cup pour terminer fin novembre. Donc voilà, si vous êtes amateur de football, vous pouvez... Alors ça ne va pas être à ce point différent, évidemment, là pour le coup, de ce que vous connaissez ici. Mais voilà, c'est une possibilité. Il y a quelques grands joueurs européens qui qui prennent leur retraite dans les clubs américains. Donc c'est aussi une occasion de les voir. Donc effectivement, pourquoi pas. Donc là, vous avez présenté les différents sports. Non, tu en as oublié un. Ah, vas-y. Le sport principal américain le plus pratiqué. Vas-y. Le baseball. Ah mince. Donc effectivement, le dernier sport qu'on ne peut pas ne pas citer, c'est le baseball. Donc la ligue professionnelle de baseball, c'est la Major League Baseball. Donc c'est le sport où il y a le plus d'équipes. Et c'est le sport le plus regardé dans les stades parce qu'il y a beaucoup d'équipes, il y a des grands stades et il y a aussi beaucoup de matchs. Quand on regarde par exemple le football américain, il y a 13 matchs par équipe par an. C'est rien du tout par rapport à une équipe de football chez nous. Tandis qu'au baseball, il y a des matchs presque tous les jours en saison. Parce qu'en fait, quand il y a un affrontement entre deux équipes, il va se faire sur plusieurs jours d'affilée. Ils ont un match le lundi, un match le mardi, un match le mercredi. Et donc, du coup, la plupart des gens ne vont pas voir tous les matchs, mais ils vont aller en voir un sur cela. Et donc, du coup, ça laisse beaucoup de place dans les stades. Ça fait aussi que les prix sont souvent moins élevés. Donc, c'est un sport super familial. C'est un sport étonnant, différent, mais très, très sympa. Et, gros avantage pour nous, la saison régulière de baseball, elle démarre fin mars et elle se termine fin septembre. Ça veut dire que la ligue de baseball majeure, elle joue pendant tout l'été. Donc les opportunités de pouvoir assister à un match de baseball aux États-Unis pendant les vacances d'été sont très nombreuses. Donc il ne faut surtout pas hésiter. Donc après, quand on arrive sur l'automne, en octobre, il y a les phases finales. Et le début novembre, c'est les World Series, qui est la finale des finales des deux meilleures équipes. Donc les Américains, les deux meilleures équipes américaines, du coup, elles s'affrontent dans les World Series, parce que forcément, c'est les deux meilleures équipes du monde, c'est logique. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de très sympa et qu'on vous encourage à aller voir au moins une fois, en se renseignant à l'avance sur les règles. Sur les règles. Et ce qui est surprenant, parce que tu disais qu'ils font de nombreux matchs. Alors, d'accord, on pourrait penser que c'est des matchs courts, mais pas du tout. Alors, le baseball est un sport, effectivement, qui est connu pour avoir des matchs assez longs. Alors, c'est plutôt... ils ont tout fait pour modifier un peu les règles, pour accélérer un peu la chose. Mais en fait, c'est un sport un peu particulier dans le sens où il n'y a pas de chronomètre. En fait, il y a un certain nombre de tours à faire. Et du coup, la durée pour atteindre ces choses-là est variable. Et donc, du coup, un match peut durer 2 heures, mais parfois 2h30, 3 heures. Voire 4 heures. Dans certains cas, plus rare maintenant, ça peut aller jusqu'à 4 heures. Mais ne vous laissez pas arrêter par ça. Et quitte à quitter le stade avant la fin du match, si pour vous c'est trop. Donc allez voir un match, participez un peu à tout ça. Et puis si pour vous en avez vu assez, c'est pas comme si vous étiez intéressé par le résultat, le championnat, etc. Oui, alors ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il est toujours quand même important de ne pas rater le début
de chaque match. Oui, parce qu'il y a... Quel que soit le sport. Ouais, quel que soit le sport, c'est là qu'il y a pas mal de choses sympas, la présentation des équipes, l'hymne national. Alors aux États-Unis, on chante l'hymne national pas uniquement quand c'est l'équipe nationale qui joue, c'est n'importe quelle équipe. Il y a toujours cette phase patriotique au début. Voilà, il y a tout un ensemble de choses sympas qui se passent au début, puis au milieu ou en fonction des matchs à chaque quart-temps, il y a plein d'animations. Voilà, donc si vous devez écourter plutôt la fin que le début. Tout à fait. C'est pour ça. Et pour dernier point qu'on pourrait dire aussi pour le baseball, si vous êtes dans des villes où vous ne voyez pas d'équipe de Major League Baseball, sachez qu'il y a, par rapport à d'autres sports où ça n'existe pas, il y a des ligues de seconde division, on va dire, et notamment la Minor League Baseball, qui joue dans beaucoup d'autres villes. Donc plein de petites villes moyennes qui n'ont pas de grandes équipes de baseball ont des petites équipes qui s'affrontent sur un deuxième championnat. Et du coup, les stades sont plus petits. Alors, les prix sont très peu chers. Là, on est entre 10, 20 et 30 dollars la place. L'ambiance est souvent super sympa. Les joueurs sont accessibles. Ils vont voir les fans au début, à la fin. Si vous avez l'occasion d'être dans une plus petite ville, je ne sais pas si vous êtes à Salt Lake City, par exemple, vous avez les Salt Lake City Bees qui jouent. N'hésitez pas non plus à y aller. L'ambiance est différente que dans un méga ballpark d'une grande ville, mais ça reste tout à fait sympa, pas cher et une bonne façon de passer une fin de soirée. Mais alors, ok, donc maintenant qu'on a donné envie à nos auditeurs d'aller voir un match, sur place concrètement, comment font-ils pour prendre les billets, hein? Alors, déjà, la plupart du temps, il vaut mieux réserver à l'avance. Hein. C'est sur les grands championnats, il faut absolument réserver à l'avance. Donc on peut aller le faire parfois sur le site des équipes, hein, directement sur le box-office, mais il faut quand même savoir qu'une grande partie de ces championnats et de ces équipes jouent à guichet fermé. Tous les billets sont vendus à l'avance. Quand je dis tous les billets, en réalité, ça veut dire que les fans achètent des billets à l'année, des abonnements à l'année, et ça remplit l'intégralité du stade. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun billet à l'unité qui peut être acheté au box-office pour un certain nombre d'équipes. Tous les billets sont vendus à l'année. Pour autant, voilà, il y a une possibilité, c'est que les gens qui ont des billets à l'année, ils ne vont pas forcément aller à tous les matchs, soit qu'ils n'ont pas forcément le temps, mais aussi parce qu'il faut qu'ils financent ces billets à l'année, un abonnement... c'est plusieurs milliers de dollars, hein, la plupart du temps, un abonnement à l'année pour une place. Donc généralement, ils ont 3, 4, 5, 6 places pour une famille. Donc ça fait des sommes très très importantes. Et une façon de rentabiliser ces abonnements à l'année, du coup, c'est de revendre ces places pour les matchs où on ne peut pas, où on ne veut pas assister. Et du coup, on peut trouver facilement des places sur les marchés secondaires de revente de places de particulier à particulier. Alors, il y en a plusieurs. Hein. En France, on peut aller sur Hello Tickets ou StubHub. Il y en a d'autres. Il y a un article du blog qui traite de ça. Vous pouvez aller, on le mettra dans les commentaires. Voilà, on vous mettra le lien dans les commentaires. Mais voilà, on aura toutes les adresses. Et du coup, on peut se connecter à l'avance le plus tôt possible. Regarder les matchs qui nous intéressent et prendre des places. Alors vous verrez que le prix des places dépend évidemment de la localisation dans le stade. Plus vous êtes haut, loin ou derrière les buts, moins c'est cher, mais moins bien on voit. Et du nombre de places souhaitées aussi. Parfois, ça peut aussi. Si on est nombreux, si on est 6 personnes, c'est difficile de trouver 6 places à côté. 6 places à côté, dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire 3 et 3, 2 et 4, 2 et 2. Ça peut des fois fournir de meilleures options, effectivement. Vous pouvez aussi essayer à la dernière minute. Si les prix sont vraiment élevés, ça vous semble très, très, très élevé et que vous ne vous sentez pas de mettre cette somme-là, regardez la veille du match. Là, il est possible, ou voire même le matin du match, il est possible que des gens qui n'ont pas réussi à vendre leur place, d'un seul coup, à la dernière minute, vont baisser les prix parce que sinon, de toute façon, c'est perdu. Donc, jetez un coup d'œil. Je ne vous garantis pas du tout que ça marche, mais voilà, qui ne tente rien n'a rien. Et comment on récupère ces billets, hein? Alors du coup, ces billets, il ne faut pas s'étonner de ne pas, la plupart du temps, les récupérer au moment où on fait l'achat, parce que du coup, on va les acheter plusieurs mois à l'avance, souvent.
Et la personne qui vous la vend, il n'a pas encore le billet quand il vous la vend, puisqu'il a un abonnement annuel, mais on ne lui émet pas tous les billets de l'année à l'avance. Souvent, les billets ils sont émis dans la semaine qui précède le match, voire dans les 48 heures qui précèdent le match. Et dès que le vendeur aura ses billets électroniques à disposition, il vous les fera parvenir à travers la plateforme qui gère l'échange de billets. Donc c'est très bien fait, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Et alors, avant, on recevait des billets imprimés, des PDF, enfin des choses un peu comme ça. Maintenant, la plupart du temps, les billets, c'est des billets électroniques qu'on va récupérer directement dans des applications de gestion de billets et d'achat de billets. Il y en a plusieurs, ça peut être Ticketmaster, ça peut être AXS ou autre. Donc la plupart du temps, mais ce sera indiqué dans l'email que vous recevrez, il va vous falloir télécharger l'application de la plateforme souhaitée et vous identifier sur cette application ou sur ce site web. Des fois, c'est juste un site web, le site marche aussi. Vous identifiez ou vous créez un compte avec la même adresse email que vous aurez utilisée pour le compte du site d'achat de StubHub, Hello Tickets ou voilà. Et ce sera à cette adresse email que les billets auront été envoyés. Et donc, en fait, quand vous aurez créé ce compte, vous verrez que vos billets vont apparaître directement dans votre compte et vous pourrez les utiliser sur votre téléphone portable pour rentrer dans la salle. Ok. Moi, et pour terminer ces événements sportifs professionnels, il y a des règles d'accès au stade. Il ne faut pas oublier. Alors, c'est vrai que essayer d'arriver un peu à l'avance, c'est des grands stades, il faut le temps d'arriver, de rentrer, de passer la sécurité. Pour faciliter le passage de la sécurité, le mieux, c'est de ne pas avoir de sac du tout, parce qu'il y a des files spéciales pour les gens qui n'ont pas de sac, et ça va beaucoup plus vite, parce qu'il n'y a pas besoin de fouiller. Si vous avez un sac, il faut vraiment que ce soit des sacs tout petits. Les gros sacs à dos, c'est pas autorisé. Il y a même des endroits où aucun sac n'est autorisé, si ce n'est des sacs en plastique transparent, justement pour faciliter le filtrage. La nourriture extérieure n'est pas autorisée. Alors si vous avez 2-3 snacks dans les poches, ça passe évidemment. Une barre de céréales. Mais voilà, les boissons extérieures, ce genre de choses, ça ne passera pas. Donc prenez vraiment le moins de choses possible. C'est pas la peine de s'enquiquiner à l'entrée du stade et ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Voilà, donc là, on vient de voir le sport professionnel, mais on a dit qu'effectivement, il y avait aussi un autre type de sport qui était assez impressionnant aux États-Unis, qui est le sport universitaire. Exactement. Donc on a dit que chaque grande université veut avoir les meilleures équipes pour participer au championnat universitaire. Et du coup, ces championnats universitaires, alors là pour le coup dans toutes les grandes disciplines du sport américain, le football, le basket, mais aussi tous les autres types de sports, il y a des équipes, elles s'affrontent dans des grands championnats. C'est une possibilité complémentaire de voir des matchs qui peuvent être extrêmement impressionnants. Les grands stades de football américain universitaire, ils peuvent avoir plus de 100 000 places. Ça paraît dingue, mais c'est des stades qui sont plus grands que les stades de NFL. Et quand les équipes se déplacent, comment ça s'appelle là pour le coup, on a le public universitaire donc de ces universités géantes qui vient pour mettre l'ambiance dans les stades et c'est vraiment très très impressionnant. Donc là vous pouvez, alors évidemment pas sur l'été parce que l'été c'est vraiment la période de relâche pour tous les sports universitaires, donc les sports universitaires ils commencent généralement vers octobre-novembre, ils se terminent à la fin du printemps, mais sur toute la saison d'hiver, l'automne et le printemps, si vous êtes dans des villes universitaires, vous pouvez jeter un coup d'œil aux grandes universités du coin et voir s'il n'y a pas des matchs, des options, etc. Et ça peut être une bonne alternative. Voilà. Donc là, on a parlé des sports professionnels, des sports universitaires, et il y a d'autres types de sports qu'on a moins l'habitude de voir en France, parce qu'ils sont moins populaires, alors que là-bas, il y a toute une frange de la population qui ont accès à ces sports, ce sont les sports mécaniques. Alors, c'est vrai, en France, en Europe,
il y a quelques sports mécaniques rois qui sont regardés. Hein. Il y a la Formule 1, bien évidemment, et puis quelques événements comme les 24 heures du Mans, le Bol d'Or ou ce genre de choses. Mais aux États-Unis, la palette des sports mécaniques et des sports automobiles est beaucoup plus large. Ah oui, vraiment, ça n'a rien à voir. Alors, l'équivalent américain de la Formule 1, vraiment le sport phare. Donc du coup, c'est pas la Formule 1. Il y a quand même il y a un peu de Formule 1 aux États-Unis, mais c'est pas suivi de la même façon. Le vrai sport de mécanique phare aux États-Unis, c'est la NASCAR. Et c'est vraiment un sport automobile qu'on trouve que aux États-Unis et qui étonne un petit peu les Français ou les Européens, puisque c'est un sport automobile où les courses se font sur des ovales. Et du coup, il n'y a il y a pas de chicane, il n'y a pas de virage, il n'y a pas d'endroit où on ralentit ou on accélère. Puisque tout va donc il y a une ligne droite, un grand virage, une ligne droite, un grand virage, une ligne droite, un grand virage. Les virages sont toujours dans le même sens. On est sur des pistes qui sont penchées vers l'intérieur, évidemment. Et du coup, on se dit qu'il y a moins d'intérêt. Et en réalité, ça fait des courses assez étonnantes parce que le nombre de fois où, dans une course de Formule 1, très souvent, celui qui prend la tête au début, il peut la garder jusqu'à la fin. Ou alors il y a 2 ou 3 personnes qui se font la guerre en tête et ça se passe comme ça. Dans une course de NASCAR, le premier de la course va changer des dizaines de fois pendant la durée de la course. Donc c'est une dynamique différente, mais qui fonctionne bien également, qui est très impressionnante. Les voitures vont très très vite. Et du coup, ça peut être une opportunité de découvrir un sport également assez spectaculaire. Alors par contre, notamment quand on est en Floride à Daytona. Alors exactement, la chose c'est qu'il n'y a pas beaucoup de grandes courses. C'est un peu comme la Formule 1, hein. Il n'y a pas une course 3 fois par semaine. Donc du coup, il n'y a pas énormément de dates et de lieux. Et en plus, il y a beaucoup de grands circuits qui sont dans des lieux qui sont peu visités. Alors, Indianapolis, Charlotte, c'est parmi les plus grands circuits. C'est rare qu'on ait beaucoup de gens qui soient dans ces zones-là. C'est pas donné, je crois, non ? Les prix sont assez élevés, mais ça dépend des places. Ça commence, disons, autour de 60, 80 euros. Et après, évidemment, ça monte pour les meilleures places. La meilleure option, souvent, pour un gros championnat de NASCAR, ça va être effectivement la Floride en février, Daytona. Les Daytona 500 qui sont une, si ce n'est la plus grosse course de l'année. Donc ça peut être une option à regarder si on aime les sports mécaniques ou même si on n'y connaît rien pour voir un truc typiquement américain. Ouais. Pour tout dire, nous on n'en a jamais vu. Par contre, on a déjà vu des courses automobiles aux États-Unis, notamment dans leurs multiples speedways. Alors effectivement, le NASCAR, c'est le haut du panier, c'est l'élite du sport automobile américain. Mais il y a tout plein d'autres divisions, types de voitures différentes, etc., qui font les courses sur des petites speedways locales, souvent soit en dur, soit en terre battue. Il y en a un peu partout aux États-Unis, en périphérie des villes. Et là, il y a des courses quasiment en saison tous les samedis soirs ou tous les vendredis soirs. Ouais. Et c'est des courses hyper sympas, avec un public très local, de passionnés. Et ce qui est intéressant, à la différence d'une course de Formule 1 ou de NASCAR, c'est que c'est des courses courtes. Une course va durer 5, 10, 15 minutes et après il y aura une autre course avec une autre catégorie de voiture ou un autre et du coup voilà, chaque course c'est assez facile de s'intéresser à la course parce qu'elle ne va pas durer 4 heures et ça fonctionne bien. Sur terre battue, c'est assez impressionnant parce que tous les virages sont pris en dérapage. Il y a le sport automobile américain, il est quand même là pour le spectacle et le spectacle, c'est les accrochages. Donc on a presque l'impression que le sport est conçu pour créer des accidents et des accrochages, la plupart du temps évidemment sans gros dommages, mais voilà, pour que ce soit impressionnant et de fait ça l'est. Et ça reste très familial aussi. Oui, c'est une ambiance familiale, les gens viennent en famille effectivement dans ce type de compétition.
Donc on peut voir donc, les courses de voitures. Il y a aussi des courses de moto. Il y a aussi des speedways qui font des courses de moto de différents types qui peuvent être également impressionnantes et assez sympas. Il y a aussi des courses typiquement américaines qui sont les courses de dragster, donc des courses en ligne droite, en accélération, départ arrêté, qui peuvent être impressionnants. On a ça aussi ce type de drag race dans des speedways en périphérie des villes assez souvent. Donc ça peut être un type d'événement étonnant à découvrir. Dans le genre d'événements de sport mécanique étrange, on a les tractor pulls. Alors, donc ça, c'est des courses avec des voitures qui vont tracter de lourdes charges derrière elles. Voilà, c'est plutôt une course à la puissance. C'est typiquement le genre de choses qu'on va voir dans le cadre de County Fair ou de choses comme ça. Mais voilà, c'est un type de course aussi étonnante. Alors moi, j'avoue que ce que je préfère dans les courses automobiles et que l'on retrouve notamment dans les County Fair, c'est Demolition Derby. Alors, le Demolition Derby, c'est un sport automobile. Est-ce qu'on peut encore appeler ça une course? Je ne suis pas sûr. Alors, Au départ, si. Au départ, ouais, plus ou moins. Mais ce n'est pas une course dans le sens, ce n'est pas le premier arrivé, c'est le dernier à rouler. C'est-à-dire que c'est une compétition où tous les coups, au sens propre, sont permis, puisque on fait rentrer une douzaine ou une vingtaine de voitures dans une arène. Il n'y a même pas de piste. Et les voitures vont devoir démarrer. Et toute voiture qui s'immobilise plus qu'une dizaine de secondes est éliminée. Et donc, les voitures doivent rouler et se percuter les unes les autres dans une sorte de combat de gladiateurs automobiles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule voiture en état de rouler. Alors voiture, mais il y a différentes catégories de voitures. Alors oui, ça peut être des voitures, mais ça peut être aussi des demolition derby, de camping-car, Ouais. ça peut être des choses Pour assez l'avoir vécu, étonnantes. c'est très très impressionnant. Et j'avoue que ça donne pas très envie de conduire un camping-car. Quand on Oui. voit la facilité avec laquelle Au bout d'une tout minute, l'habitat part. il n'y a plus grand-chose à l'arrière des camping-cars. On voit très bien que l'arrière d'un camping-car, c'est une maison de paille. Et effectivement, après, ils s'affrontent avec ce qui reste du véhicule. Mais la partie camping-car, c'est vrai qu'on se dit que dans un crash, ça ne tient pas grand-chose. Il y a un autre type de course automobile qui est très impressionnante. Tu vois c'est à laquelle je fais référence? Oui, alors effectivement, sur certaines speedways, on pratique encore un type de course complètement délirant qui s'appelle le Figure 8 Racing. Donc, au sens propre, une course qui décrit une figure en 8. C'est-à-dire que la piste n'est pas un ovale cette fois-ci, mais c'est un 8. Et un 8, du coup, la piste se croise au milieu. Ça veut dire que les premières voitures les plus rapides, au fur et à mesure qu'elles distancent, voilà, au fur et à mesure qu'elles vont distancer les dernières voitures, eh bien, elles risquent de les croiser au milieu de la piste. Et donc, du coup, c'est hyper impressionnant puisque on a effectivement des voitures qui se croisent à toute vitesse en essayant au maximum d'éviter les accrochages. Donc ça existe encore, on peut en voir sur certaines petites speedways locales et si vous avez cette opportunité-là, vraiment faites-le parce que c'est complètement dingue. Ouais. Donc voilà pour les sports mécaniques. Il en reste un dernier. Alors, encore. Sport mécanique, un peu étonnant, un peu étrange. On va dire c'est l'équivalent du catch pour les sports de combat du sport mécanique. C'est le Monster Truck. Alors ça, on va trouver ça plutôt en marge, pareil, d'événements comme des County Fair ou avec des événements ponctuels. Donc c'est des voitures géantes qui s'affrontent dans des combats de figures. C'est plutôt des pneus géants. Alors, c'est des grosses voitures avec des pneus surdimensionnés. Voilà, exactement. Et donc, du coup, ils font soit des démonstrations qui peuvent être écraser des voitures, sauter par-dessus des voitures, soit des compétitions de figures. Donc, elles vont avoir un circuit à faire avec un maximum de figures qui peuvent aller jusqu'à des sauts périlleux. Ou des sauts acrobatiques. C'est assez impressionnant. C'est très américain. Il y a du show. Il y a des voitures qui crachent des flammes. Voilà. Ça encore, c'est un sport qu'on peut voir dans les County Fair.
Exactement, trouver. ça peut être une animation de Quantifer, tout à fait. Donc je pense que là, on a fini avec les sports mécaniques. On a vu les principaux. Voilà. Alors là, il y a un autre type de sport que, pour le coup, nous, on n'a jamais pu y assister. À chaque fois, ça ne s'est pas présenté, mais pourquoi pas à l'avenir, sont les sports de combat. Oui, alors effectivement, aux États-Unis, les sports de combat, c'est aussi quelque chose d'important et qui rassemble beaucoup de public, soit devant la télévision, mais aussi dans les salles, avec notamment de manière historique la boxe anglaise, les plus grands combats de boxe, championnats du monde et autres, ont la plupart du temps lieu aux États-Unis, avec un endroit en particulier qui attire le plus les grands événements, c'est Las Vegas. Et on va avoir des arènes géantes avec des combats de boxe impressionnants. Donc voilà, alors là c'est difficile à prévoir parce qu'il n'y a pas un calendrier fixe. Il y a une date par-ci, une date par-là. J'en ai vu assez peu. Hein. Quand je recherche des événements pour nos clients, j'en vois assez peu passer. Hein, c'est assez aléatoire, mais ça peut arriver. Sachant qu'il y a un deuxième sport de combat du coup qui est en train de se développer et presque de prendre le dessus sur la boxe, c'est le MMA. Là aussi, beaucoup à Las Vegas, parce que les plus grandes équipes sont maintenant localisées à Las Vegas et c'est là que sont organisés les plus grands matchs. Donc ça peut aussi être une occasion d'aller voir un combat dans l'octogone, si ça vous dit évidemment. On peut comprendre que ça n'est pas forcément pour tout le monde, mais ça peut être une occasion de voir quelque chose d'assez étonnant. Il y en a un autre qui est vraiment que j'aimerais vraiment beaucoup voir maintenant, et c'est le catch quand même. Alors effectivement, le dernier sport de combat très très populaire aux États-Unis, c'est le wrestling. Alors ils appellent pas ça du catch, hein, même si c'est un nom anglophone. Ils appellent ça du wrestling. La grande fédération, il y a plein de fédérations différentes, mais enfin celle qui fait les plus gros événements, c'est la WWE. Et ils organisent, du coup, on est bien d'accord, là pour le coup, c'est un spectacle, c'est scripté, il y a des histoires, il y a des rivalités, tout ça est organisé, monté, etc. C'est des gros shows. Si vous avez l'occasion, ça peut être une occasion de découvrir quelque chose de complètement décalé, loufoque, auquel on est assez peu habitué. Donc voilà pour les sports de combat. Maintenant, en fait, on a vu beaucoup de sports, mais il en reste encore d'autres bien étranges. Oui, il y a tout un ensemble de sports qui, pour le coup, n'ont jamais traversé l'Atlantique et qui restent des spécialités américaines qu'on va pas trouver ailleurs et qui peut être une occasion de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas du tout et de faire l'expérience d'un sport américain étrange. Alors, il y a effectivement, en premier lieu, on pense au rodéo spécial. Alors ça, effectivement, c'est pas anecdotique du tout. Alors voilà, on en avait déjà parlé des rodéos, c'est un événement culturel, mais on avait dit dans notre podcast dédié aux rodéos que c'était aussi des compétitions et des vraies compétitions. Et donc, si vous avez l'occasion d'assister à une rencontre de pro rodéo de championnat, vraiment, ça vaut le coup. C'est effectivement très spectaculaire. On vous renvoie sur notre podcast dédié sur lequel on donne toutes les informations sur comment trouver ce genre d'événement. Donc après, il y en a d'autres qui sont plus petits, des sports moins importants et moins connus, tels que le lacrosse. Alors le lacrosse, c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas du tout chez nous. Et pour cause, en fait, c'est le seul sport américain qui est issu d'une pratique culturelle amérindienne. Le nom est français, puisque c'est les Français qui lui ont donné ce nom en le découvrant chez un certain nombre de tribus amérindiennes. Et donc, grosso modo, ça ressemble un petit peu à un genre de hockey, mais qui serait pratiqué dans les airs, c'est-à-dire que la balle est envoyé de joueur à joueur par des crosses. Donc une crosse, c'est un long bâton au bout duquel il y a un petit filet. Et donc ils vont ramasser la balle dans le petit filet. Et puis après, ils vont se l'envoyer
de joueur à joueur à travers le terrain jusqu'à un but où on va marquer un but assez classiquement. Et pour le coup, pour respecter la pratique ancestrale du sport amérindien dont il est issu, c'est un sport assez violent où les contacts physiques sont autorisés. Donc c'est un sport assez étonnant et assez spectaculaire également, de par cet engagement physique entre les joueurs qui sont du coup jouent avec des protections, des casques, etc. Est-ce que tu sais, par exemple, c'était amérindien, mais est-ce que les tribus, justement, c'était pas une manière de régler des conflits parfois? Si, c'est exactement le cas. C'était des sports qui étaient joués, alors pour le coup, par des équipes très très importantes. Il pouvait y avoir jusqu'à plusieurs centaines de personnes sur un terrain. Et effectivement, il y avait des règles, mais il y avait quand même du contact. Mais c'était aussi une façon voilà, de faire, conflits, voilà, de faire baisser baisser la tension en le faisant dans un cadre où certes c'était violent, mais sûrement moins que des affrontements guerriers comme il pouvait y en avoir entre de nombreuses tribus amérindiennes. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez l'occasion d'assister à un match de lacrosse, à y aller. Voilà, il y a une ligue professionnelle de lacrosse et il y a aussi des championnats universitaires ou autres. Donc si vous voyez passer ça, n'hésitez pas. Alors il y a un autre sport où moi à chaque fois j'ai tenté d'y assister, de trouver des événements, mais impossible. C'est extrêmement difficile d'y assister, c'est le roller derby. Hein. Alors là aussi, parce que c'est pas des sports super structurés, il y a quelques équipes par-ci par-là, mais c'est vraiment un sport. Dans l'imagerie voilà, américaine, ça vient des années 40, 50, 60. C'est un sport pour le coup uniquement féminin, ouais. C'est important de le noter. Et pourtant, c'est un sport qui n'est pas sans contact. C'est un sport assez violent. Grosso modo, ça se passe sur des ovales, sur des pistes ovales, un peu comme les pistes de vélo ovales. Et sur ces pistes ovales, on a des équipes, on a deux équipes qui s'affrontent. Et alors les règles sont un peu compliquées, c'est bien de se renseigner à l'avance. En fait, on essaye de bloquer les adversaires et de les passer à certains moments. Et pour ça, tous les coups ne sont pas permis, mais beaucoup de coups sont permis. Et c'est assez spectaculaire, assez étonnant comme type de sport, avec ces équipes féminines, mais qui n'ont pas froid aux yeux. Et si vous avez l'occasion de croiser un roller derby sur votre route, surtout, allez-y. Oui, et après, laissez-nous un commentaire quand même, hein, avec vos impressions. Hein. Je suis vraiment curieuse. Hein. Voilà. Après, dans les ligues un peu spéciales et étonnantes, on a deux ligues de football américain très différentes de la NFL, qui sont les ligues de football américain indoor. Alors la plus grosse ligue masculine, c'est la AFL, la Arena Football League. Il y a 16 équipes qui sont prévues pour le championnat 2024. Alors, c'est des championnats qui ont parfois un peu du mal. Ils n'avaient pas résisté au Covid, donc ils avaient disparu pendant plusieurs années. Là, ils vont réanimer le championnat pour 2024. Apparemment, il y a 16 équipes sur 16 villes qui vont se présenter. Donc, c'est les mêmes règles, grosso modo, que celles du football américain. Ça se joue en intérieur, sur des terrains plus petits avec moins de joueurs. C'est beaucoup plus rapide, du coup, sur ces pistes synthétiques et sur ces terrains plus petits, mais ça reste des engagements physiques impressionnants. Et du coup, le championnat, c'est là l'avantage, il commence en avril-mai et il va se terminer en juillet pour avoir une phase finale durant le mois d'août. Donc du coup, il y a des matchs en été. Donc vous pouvez guetter, aller sur le site de l'AFL, l'Arena Football League, et regarder si dans les villes où vous passez, il n'y a pas une équipe. Et dans ce cas-là, peut-être un match de football américain indoor masculin. Ça, c'est l'AFL. Et il y a une autre ligue un peu plus petite, aujourd'hui, elle s'appelle la X-League. Elle s'appelait à sa création la Lingerie Football League. Donc, c'est la ligue de football américain indoor féminine. Alors le football américain classique n'existe pas en version féminine, mais du coup avait été lancé de manière assez incongrue une ligue de football féminine professionnelle
vraiment pour le spectacle. Alors dans sa version initiale, elle s'appelait Lingerie Football League parce que les joueuses avaient un équipement assez minimaliste, plus proche effectivement d'une tenue de lingerie avec assez sexy en fait. Et c'était probablement l'effet escompté de ramener un public masculin pour regarder des filles s'affronter en petite tenue. Alors ça a évolué vers quelque chose d'un peu plus sportif et d'un peu moins lingerie, mais ça reste assez étonnant, assez spectaculaire. Pour le coup, ce qui est assez étonnant, il y a 8 équipes qui s'affrontent dans ce championnat. Et ce qui est assez étonnant, c'est que comme il n'y a pas de pratique du football américain au niveau universitaire ou avant, puisque ce n'est pas un sport féminin, et bien en fait, la Ligue va recruter des joueuses des sportives, des vraies sportives, mais d'autres disciplines. Alors, des sportifs de basket ou d'autres disciplines, et ils vont les former à ce sport de football américain. Ça peut être une façon étonnante aussi de découvrir. La Ligue joue sur l'été, entre juin et septembre, donc ça peut être une dernière option pour voir du football américain un peu décalé sur les mois d'été. Et enfin, pour terminer, on va parler d'une discipline que les Américains ont réussi à élever au rang du sport, à savoir les eating contests. Le competitive eating, c'est la version sportive des compétitions de bouffe. Voilà. Donc en gros, c'est manger le maximum de nourriture dans un temps limité. La Rolls, le top des championnats de competitive eating, il y en a plusieurs, hein, mais c'est vraiment le championnat qui a lieu chaque année le 4 juillet sur la plage de Coney Island, où il y a la compétition mondiale de hot dog. Donc il faut manger un certain nombre de hot dogs en un temps limité, et c'est totalement délirant puisqu'on atteint plus de 100 hot dogs en un temps record. C'est la façon dont les Américains sont capables de tout transformer en compétition et en spectacle pour le coup. Si vous êtes sur New York pour le 4 juillet, ça peut être une façon de passer l'après-midi originale que d'aller voir cette compétition qui est quand même retransmise chaque année à la télévision américaine sur ESPN, la chaîne du sport. Oui. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie d'aller découvrir ces différents sports et surtout d'aller y assister. Et, parce que vraiment, c'est des expériences uniques à vivre sur place. Exactement. Donc on vous dit au revoir et au prochain podcast. À bientôt. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à l'écoute du podcast Voyager aux États-Unis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker si vous avez aimé et bien sûr à vous abonner si vous voulez écouter nos prochains épisodes. Vous pouvez également poursuivre l'expérience sur notre blog voyagerosetats-unis.com ou nous contacter directement si vous souhaitez être accompagné dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.